pour une nouvelle fois, pour une nouvelle On n'arrive pas assez, moi je reviens. Bah non, et puis tu vois, non, apparemment, on n'est pas les seuls à ne pas nous voir assez. Donc, on est quand même relativement nombreux ce soir, donc on est très contents de te recevoir pour ce nouvel opus. Voilà, de nos blessures, un royaume, un livre, moi qui m'a profondément touchée, un road trip à travers l'Europe d'Agnès qui va partir pour déposer un livre au musée de Zagreb, le musée, je me rappelle, des relations. Voilà, les relations perdues. Ça, on va en parler au moment de la rencontre. Et un livre dans la pure ligne de ce que tu écris quelque part, avec ces notices de la chute qu'on retrouve aussi dans le livre. Et en fait, je te cite en vrai, quand je dis ça. Et puis, tout va bien, on nous dit tout va bien, et un jour, ça ne va plus. Et voilà, et ce thème, ce leitmotiv, on le retrouve quand même à travers, c'est une quête, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, je vais peut-être en dire plus ce soir, parce que c'est Nicolas qui va nous en parler certainement mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau livre. Comme tous les choses, on en parlait tout à l'heure. Alors, on est souvent là, de temps en temps, on est un peu là, en fonction des sujets, mais on est toujours là. Avec la pression. Voilà, la suite. En tout cas, merci. Et puis. Et donc, juste avant de débuter la rencontre, vous prévenir des prochaines rencontres et animations. Alors, demain, pour ceux qui le veulent, dans le hall de la cave, on va avoir le scénariste de la BD de l'épopée de la Sainte Tunique. Donc pareil, à 18h30, petite rencontre dédicace en partenariat avec la mairie pour l'ostension. Donc, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent aussi également, ou pour leurs petits-enfants, ou tout ça, samedi soir, c'est la journée internationale de Star Wars et on fait une soirée autour de l'univers. Donc il y a encore plein de places, n'hésitez pas à venir. Oui, faut s'inscrire. C'est juste pour nos statistiques, mais franchement, même si tu te pointes le dernier jour, je pense qu'il y aura encore de la place. Voilà, et alors pour des rencontres, disons, un peu plus littéraires, nous avons donc le jeudi 15 mai Muriel Barbery, n'est-ce pas? Merveilleux programme, avec son livre Thomas Elder. Donc, Muriel Barbery, c'est celle qui a écrit L'élégance du hérisson, pour la replacer. Et enfin, le mercredi 11 juin, Histoire sentimentale de mes cheveux, Estelle Sarabul. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui, comme moi, ont des cheveux très catastrophiques. Je pense que nous avons beaucoup en commun avec Estelle. Voilà. Et c'est pas encore sur le programme, mais le 18 juin, remise du prix des libraires en scène, auquel nous avons participé. Donc nous vous annoncerons les lauréats à ce moment-là. Voilà. Merci pour toutes ces annonces et merci à Gaël d'être de retour parmi nous. On se disait tout à l'heure dans la voiture que finalement, on voit qu'on a deux bavards au premier rang. Il faut les taper un peu pour que... On frappe personne. On se disait qu'avec certaines de nos invités récentes ou récurrentes, comme Céline Laperto récemment, ou Valentine Gobi, ou Gaël Nohan, etc. Avec vous, on avait une sorte de famille d'écrivains qui se réunissaient un peu autour de cette librairie, ou en tout cas. Ouais, ce sont des auteurs ou des autrices que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'on se croise régulièrement, donc c'est bien de savoir qu'il y a ce parcours avec des lieux qui nous soutiennent aussi. Et bon, alors, pour ceux qui, par extraordinaire, ne connaissent pas Gaël Josse, on peut dire que vous publiez des romans
depuis 2011, si je ne me trompe Oui, c'était le pas. premier en Le 2011. tout premier, qui doit être celui-là, d'ailleurs, c'est les heures silencieuses, je pense que... Alors, la plupart, je pense même quasiment tous, sont sortis en poche maintenant, alors ne vous privez pas, parce qu'ils sont très, très variés, tous très beaux, on les a reçus plusieurs fois, mais passons tout de suite à ce nouveau livre, qui d'ailleurs, je trouve, est assez différent dans la forme des autres. Vous ne répétez pas, vous cherchez à renouveler, me semble-t-il, la forme et le format. On en parlera plus en détail si vous voulez tout à l'heure. Voilà, la première chose que je voulais soulever sur ce livre, c'est tout simplement quand on l'ouvre, la première citation, qui est une citation de Georges Perec dans un livre qui s'appelle Espèce d'espace, et qui dit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Alors, je ne sais pas si votre héroïne ne se cogne pas, moi j'ai l'impression qu'elle se cogne un peu quand même. Par contre, cette citation nous indique peut-être que ces changements d'espace, disons, sont à prendre dans un double sens. Un changement d'espace géographique et un changement d'espace intime, mental un peu. Oui, quand je suis tombée sur cette phrase de Pérec, j'ai trouvé ça déjà d'une absolue justesse. Je me dis, comment peut-on mieux définir la vie que voilà, c'est ce mouvement auquel on est obligé, parce que si on ne bouge pas, on est statique, on meurt. Donc la vie, c'est aussi être en mouvement. Et évidemment, qui dit mouvement dit prise de risque, dit inconnu, dit blessure potentielle, et que se déplacer d'un espace à l'autre en essayant de ne pas trop s'y abîmer, d'essayer de garder son cap et d'avancer. Je trouve que c'est une définition comme ça en 3 mots que j'ai trouvé d'une infinie justesse. Et le livre, le texte commence par une sorte de chapitre, disons, d'exposition qui nous, oui, voilà, c'est ça qui nous présente d'abord l'héroïne Agnès, qui est une danseuse. Un peu une anti-héroïne, mais ouais. Et qui d'ailleurs, en ce début, dont on peut lire une page ou deux, si vous voulez, se retire de la scène. C'est à la fin d'un spectacle. Oui, il y a une espèce de quelques pages d'un petit peu de prologue exposition pour poser un peu le décor, qui sont racontées à la 3e personne, comme si c'était quelqu'un d'extérieur. En effet, c'est la fin d'un spectacle qu'elle a créé, qu'elle a monté, qu'elle a organisé, auquel elle participe. Elle fait danser ensemble des gens qui sont valides, d'autres qui le sont moins. C'est sa troupe, elle porte tout ça. Et elle les porte donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier salut. Et dans sa tête, elle a pris la décision, dès le lendemain, de partir pour un voyage un peu particulier. Est-ce qu'on peut... Je dis en plus. Dans la salle, le public la réclame. Elle, il la veut. Maintenant. Elle prend une longue inspiration, ferme les yeux quelques instants. D'une main, elle écarte les pans du rideau en velours sombre et se glisse dans l'ouverture. Puis elle s'avance sur le devant de la scène. Lumière. Elle salue. Son buste plonge vers le sol et elle laisse les applaudissements rouler sur ses épaules. Son dos blanc, ses bras blancs, ses pieds nus émergent d'une robe de nuit qui s'enroule autour d'elle. Puis elle se redresse, recule et saisit les mains des 2 danseurs les plus proches. Puis elle reprend sa place dans la longue guirlande qu'il dessine sur toute la largeur de la scène. Il salue, encore et encore. Ils sont tous là, sur ces planches qu'ils ont investies 1h30 plus tôt, tous, épuisés et radieux, les valides, les boiteux, les aveugles, les maladroits, les timides, ceux en fauteuil roulant, ceux avec une jambe en moins ou un chromosome en plus, les corps triomphants, les corps déformés, les corps fatigués.
les professionnels et ceux qui arrivent en courant le soir après le travail. Les visages ruissellent de transpiration et de fatigue. Les éclairages creusent les traits et intensifient le blanc de leurs vêtements. Ils sont autour d'elle et elle au milieu d'eux. Ils sont là, tous ceux à qui elle a murmuré un jour « Lève-toi et danse, donne-moi la main et fais-toi confiance. On a une histoire à raconter ensemble. On va l'écrire et la danser. Tu auras mal, tu auras peur, tu voudras abandonner et on sera tous là quand ça t'arrivera. On a besoin de toi pour que l'histoire soit entière. » Les applaudissements s'accélèrent, scandent un rappel, un autre encore. Elle quitte la chaîne et recule d'un pas. Nous, l'une à l'autre, les mains qu'elle tenait à l'instant. Elle les pousse devant elle, au bord de la scène, le plus près possible du public. Et elle les applaudit. Elle a arraché l'élastique qui retenait ses cheveux et ça s'éparpille en flot sur ses épaules. Un relâchement de tout son corps accompagne ce geste de délivrance. C'est fini. Ils l'ont fait. On l'a fait ensemble. Merci. Cette première scène où on voit bien qu'elle quitte la scène, mais pour une autre scène, donc plus intime, comme on le disait tout à l'heure, une autre scène qui est peut-être aussi une quête, et finalement cette quête, ça sera toute l'histoire du roman. L'histoire du voyage et du pourquoi et du déroulement d'un voyage un peu particulier. J'avais une petite question sur le style, enfin une petite remarque, pour faire noter vraiment aux gens qui nous écoutent et qui les rejoignent, à quel point c'est une écriture vraiment travaillée, tout à fait ciselée et assez poétique. Par exemple, il y a beaucoup par exemple, des ruptures dans le style. Vous voyez des phrases assez longues au début. D'une main, elle écarte les pans du rideau en velours sombre, elle glisse vers l'ouverture, puis elle s'avance vers le devant de la scène. Lumière, elle salue. Bon, ça par exemple, c'est un effet de style de rythme, mais on a aussi des assonances, tout un travail sur les sons, par exemple, ce rideau en velours sombre qui se glisse vers l'ouverture et s'avance vers le devant de la scène, sont des sonorités qui glissent un peu comme le vent. Oui, alors, est-ce que l'auteur l'a toujours fait exprès ? C'est une question. Il y a évidemment ce qu'on écrit, il y a ce qu'on relit, il y a ce qu'on corrige, parce qu'on écrit beaucoup, j'écris beaucoup vraiment en effet à l'oreille. C'est pour ça qu'il faut des rythmes, des ruptures de rythme, des sonorités, des choses. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui échappent à la volonté de l'auteur, les choses qui s'écrivent. Je dirais que la sonorité ou les rapports entre deux mots ne sont pas tous complètement calculés. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui s'écrit, c'est un geste d'écrire. Donc il y a ce qu'on contrôle, il y a ce qu'on... Ouais, c'est ça, ce qu'on maîtrise, et puis il y a le texte tel qu'il est, avec tout ce qu'on ne maîtrise pas, tant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que souvent, à la lecture et avec les échanges, il y a des choses qui apparaissent dans le texte dont je n'étais pas forcément consciente, mais qui visiblement, potentiellement étaient là et peuvent se trouver, quoi. C'est là qu'un texte, on voit que c'est vraiment un matériau vivant qui se remodèle à chaque lecture, à chaque fois qu'on plonge, qu'on se projette dans un texte. Le texte, en fait, il revit, quoi. Mais justement, ce travail sur le style, cette musicalité, d'ailleurs la musique est très présente dans le livre, est-ce que ça n'est pas le signe que dans le roman, contrairement à ce que des fois les gens pensent parce que le roman est en prose, etc., la poésie a une forte part de création, et parfois même chez certains auteurs, on se dit que la poésie est presque primordiale dans le roman et dans la prose. Et je crois surtout que la poésie, il ne faut pas se dire je vais écrire poétique ou je vais essayer de faire de la poésie. C'est la meilleure manière de faire des trucs un peu... voilà. Je pense que
s'il y a de la poésie, à un moment, c'est quelque chose qui émerge. C'est-à-dire que c'est en effet, c'est une sonorité, c'est une atmosphère, c'est quelques mots. C'est pas absolument essayer de vouloir faire joli, faire quelque chose. Et je pense que ça aussi, c'est une dimension qui échappe un petit peu. Voilà. Mais si on commence à se dire, allez, tiens, là, je vais faire un truc poétique, à mon avis, c'est un peu raté dès le départ. Si c'est là, tant mieux. Voilà. D'accord. Bon, cette scène d'ailleurs de salut, enfin on y reviendra tout à l'heure parce que j'aurai une question là-dessus, mais elle éveille, enfin en tout cas moi, donc j'imagine les lecteurs aussi, tout un tas de souvenirs parce que des scènes comme ça de... Vous avez dansé aussi non, je ne sais pas que j'ai dansé, mais j'ai assisté à des spectacles et ce genre de communion, disons, entre un public qui rappelle une artiste ou une danseuse, des choses comme ça, ce sont des moments très forts dont on se souvient souvent. Oui, c'est un moment qui marque aussi la rupture, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire qui a été racontée, la fin d'émotions dans lesquelles on s'est projeté. Et puis pour ceux qui sont sur scène, c'est le moment où voilà, il y a cette tension et puis voilà, on lâche et c'est voilà, la présence du public qui remercie et qui aide à ce que qui aide en fait à ce moment de rupture. Je voulais signaler que tous les chapitres sont datés, enfin on nous dit à quel endroit on est, là en l'occurrence à Paris pour le premier, et sont datés. Ça commence le 23 juin 2023 et ça va se terminer, si je ne me suis pas trompé, le 30 juin. Donc ça se passe sur une semaine. Et cette date du 23 juin, bah, finalement, c'est le début de l'été, donc c'est la fin d'une autre saison, c'est la fin de la saison théâtrale en quelque sorte, et la fin de la semaine, puisqu'on est un dimanche quand le récit raconte. Alors, je trouvais ça, j'avais envie en effet de quelque chose qui se passe sur un temps assez resserré, parce que ce voyage qui a une très forte charge émotionnel, voilà, on va en parler, avec un objectif très précis dont on ne sait pas ce qui arrivera vraiment, mais voilà, pour moi c'était pas quelque chose qui pouvait s'effilocher sur des semaines. Il fallait que ça soit quand même assez serré dans le temps, tout en étant dans cette période un voyage lent. Voilà. Un voyage avec des étapes, avec un itinéraire très intime, très personnel, un peu, pas complètement logique, mais je trouve que c'est ça le voyage. C'est se créer soi-même son voyage avec ses étapes, ce qui a du sens pour nous. Là, on va s'arrêter, là, on va repartir. Il y a des choses qu'on attend et qui ne se passent pas. Il y a des choses qu'on n'attend pas et qui sont des cadeaux. Il y a des temps morts, il y a de la fatigue, il y a des déceptions, il y a des surprises. Donc voilà, tout ça, je voulais que ça se passe de manière vraiment lente, avec le corps qui l'éprouve, voilà, que ce soit un voyage assez physique en fait, mais en même temps, voilà, ça ne pouvait pas être quelque chose qui se déroule sur des semaines. Je voulais qu'il y ait cette tension. Et comme c'est quelque chose donc d'un peu itinérant, il me semblait important de mettre juste quelques repères de lieux et de dates pour suivre un petit peu le fil de la route. Alors, comment on laisse entendre tout à l'heure, le premier chapitre, donc c'est le chapitre d'exposition est à la troisième personne, disons, c'est le narrateur un peu omniscient, et dès le deuxième chapitre, dont les deux premiers mots d'ailleurs sont « me voici », c'est Agnès qui parle. Donc là, on va passer à la première personne et on va la suivre en quelque sorte au jour le jour, quoi. Elle nous prend par la main, si je puis dire, et on voyage avec elle, quoi. On fait le voyage avec elle. Et à la toute fin du livre, on reviendra pour les dernières pages sur la première et la dernière scène sont un petit peu en miroir, et entre les deux, c'est elle qui raconte ce voyage particulier. Et d'ailleurs, je cite une phrase
ce début là, de deuxième chapitre. Donc elle est dans un wagon d'un train, elle regarde le paysage et elle note le wagon s'est vidé à la gare Saint-Charles. Alors j'ai changé de place pour me mettre du bon côté, la fenêtre côté mer. Les rochers rouges de l'Estérel et l'eau turquoise mouchetée de blanc lorsqu'elle se brise sur la roche, c'est ça que j'attendais, ces couleurs vives, saturées, ces couleurs qui sont la première preuve d'un changement, d'un passage vers un autre climat, une autre végétation, d'un début de voyage. Alors, outre que c'est très beau, c'est quelque chose qui est tout à fait pictural, c'est presque un tableau qu'on voit là. Or, la peinture, les tableaux, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve dans presque tous vos romans. Oui, là, c'était peut-être plus en effet voilà, elle part de Paris, elle descend à la plein sud. Je crois qu'elle éprouve la sensation d'être partie, en fait, d'être en voyage, quand la végétation et les couleurs changent. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà éprouvé, que cette sensation un peu de dépaysement, de rupture, il se fait beaucoup à travers le climat et beaucoup la végétation. On a des arbres qu'on ne voit pas chez nous, des fleurs qu'on ne voit pas chez nous. Et je trouve que c'est ça qui marque un petit peu le fait qu'on se déplace, voilà, qu'on avance. Alors, donc ce voyage dont vous dites que c'est un voyage déraisonnable, pourquoi? C'est un peu comme une mission qu'elle se donne, une mission qu'elle a accomplie. Oui, j'avais pas pensé au mot mission, mais oui, c'est un objectif qu'elle se donne. En fait, c'est tout simplement je crois, un petit peu de sauver sa peau, parce qu'elle se rend compte à un moment de sa vie que tout ce qu'elle porte sur les épaules, c'est-à-dire à la fois cette troupe qui lui donne beaucoup, mais à qui elle donne aussi beaucoup, c'est lourd. Et puis elle porte aussi un absent. Elle porte le compagnon qu'elle n'a plus, qui est décédé une année plus tôt, et elle s'aperçoit que cet absent pèse aussi très lourd et que finalement, elle n'arrive plus à porter tout ça. Et un jour, elle découvre, vous savez, sur ces espèces de pérégrinations qu'on fait parfois sur Internet, où on se retrouve sur des pages improbables en se disant « mais comment j'ai fait pour arriver là? Qu'est-ce que je fais ici ?» Elle découvre l'existence d'un lieu très étonnant que j'ai moi-même découvert à l'occasion d'un voyage, et c'est un lieu qui m'a vraiment bouleversée. Et j'en suis pas sortie en me disant « ça y est, je tiens mon prochain roman », mais ça m'a beaucoup questionnée, ça a beaucoup tourné, ça a infusé, et puis un jour, ça finit par apparaître. En fait, il existe en Croatie, à Zagreb, un musée très particulier, un petit musée, qui s'appelle le musée des relations perdues, rompues. Et en fait, c'est un couple d'artistes qui a vécu longtemps ensemble, qui ont des enfants, qui s'est séparé. Et quand ils se sont séparés, ils ont eu l'envie de créer un lieu qui pourrait accueillir la trace, mais la trace matérielle, pas uniquement le souvenir, d'une histoire qu'on a vécue, qui a été et qui n'est plus. Et dans ce lieu, vous, moi, nous tous, n'importe qui, dans la rue, peut venir y déposer un souvenir, un objet, une lettre, quelque chose d'une histoire vécue. Et j'ai trouvé ça très bouleversant, l'idée de se dire que quelque part dans le monde, il y a un lieu qui peut accueillir, protéger finalement le souvenir de quelque chose qui a été. Et que ce souvenir, il n'est pas uniquement dans notre tête, mais quelque part, c'est là, ça a existé. Ça m'a énormément troublée. Alors évidemment, on se pose la question, et moi, de quelle histoire irais-je déposer quelque chose, et quel objet, etc. Et ça a beaucoup contribué, cette idée de devoir à la fois, se séparer de quelque chose, peut-être pour continuer à avancer, mais tout en voulant le protéger. Voilà.
Et je crois qu'Agnès, elle se rend compte qu'en effet, il faut qu'elle, pour continuer la route, pour retrouver son désir, son envie de vivre, il faut qu'elle prenne un peu de distance par rapport à cette histoire qui continue à l'envahir, mais en même temps sans la renier parce que c'était une très belle histoire et qu'elle trouve cette juste distance entre je n'oublie pas, c'est là, mais il faut un petit peu que je prenne un petit peu de distance par rapport à ça. Et quand elle découvre l'existence de ce lieu, elle se dit voilà, cet objet-là, un objet en particulier, elle dit c'est là-bas qu'il faut que je l'emmène. Et donc, à la fin du spectacle, elle a décidé qu'elle prendrait la route pour emmener cet objet, en fait, à l'autre bout de l'Europe, ce qui l'oblige à traverser une bonne partie de l'Europe, du nord de l'Italie. D'ailleurs, à propos de ce voyage, j'avais encore une question. Vous disiez tout à l'heure qu'elle choisit de voyager lentement, en car, enfin c'est un périple avec des étapes, et ce car, sa première étape l'amène à Milan, etc. Et tout ça m'a évoqué un autre roman auquel vous avez peut-être pensé, j'imagine, qui est la modification de Michel Butor. Parce que la modification, c'est la même histoire. C'est un voyage en train. C'est un voyage en train, voilà. Il va à Rome avec l'idée d'aller rompre avec une femme dont il est l'amant, enfin bon bref, et tout le voyage se passe, enfin tout le roman se passe pendant son voyage en train, et quand il arrive, à la fin, finalement il a changé, il s'est modifié, donc il ne va pas rencontrer cette femme, mais par contre il décide d'écrire un roman. Et je me suis dit, mais cette histoire, finalement, elle fait un peu le même parcours, parce que à la fin, on a ce roman et cette histoire. Non, je n'avais pas du tout ça en tête, mais oui, maintenant vous me dites, voilà, c'est un... Et en plus, la lenteur, c'est le temps quand même de l'écriture, des repentirs. Les repentirs, c'est aussi les repentirs des tableaux. Oui, c'est aussi... je voulais un livre qui fasse une place importante, en fait, au corps et aux sensations physiques. Voilà, pour cette jeune femme qui danse, donc dont le corps est aussi un peu l'outil de travail et d'expression, que ce voyage, elle l'éprouve vraiment très physiquement dans son corps, dans chaque kilomètre avalé, donc un voyage lent. Et pour elle, le corps, c'est à la fois le travail, c'est le corps, l'expression artistique, c'est le geste, mais c'est aussi le corps qui lâche, le corps qui s'épuise, le corps qui fatigue, le corps qui cède. Donc j'avais envie de mettre vraiment ces sensations physiques au centre du livre. Alors, on peut dire maintenant, puisque vous avez parlé du but de son voyage, que ce voyage, elle ne le fait pas seule. Elle est accompagnée, c'est par un livre, et cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un livre. Alors, ce livre, vous allez nous le présenter. C'est un livre, soi-disant, de Julien Lancel. Alors moi, je n'en ai pas trouvé trace. Alors j'imagine que vous l'avez inventé. Mais bon. Elle part avec l'objet dont elle veut à la fois se défaire tout en le protégeant. Il se trouve que c'est un livre, et c'était le livre un peu fétiche, le livre de son compagnon. Donc quelque chose qui avait énormément compté dans leur vie et dont elle sent qu'il faut qu'elle prenne un peu d'espace. Mais ce livre, qui est le livre d'un homme qui écrit à sa fille, en fait, un homme qui a eu une fille, comme on disait, différente, enfin avec un handicap, et qui lui écrit des lettres de façon un peu secrète, et ces lettres vont être publiées. Or, vous dites, parce que le titre du livre, c'est « Quelques Éden ».
Lettre à ma fille, Eden, bon, on peut penser à des tas de choses, on peut penser à Jacques London, on peut penser à... Ah, tiens, j'ai pas pensé. Enfin bon, ouais. Et c'est... Plus de références que moi. C'est ça, les super lecteurs, c'est ceux qui voient des choses en fait que l'auteur n'a pas vu. Non, Eden, je pensais à Jardin, comme c'est une histoire de Jardin. En fait, à un moment, ce fameux livre qu'elle va emmener avec elle, pas au bout du monde, mais quand même très loin, je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est ce livre? Et pourquoi ce livre? Pourquoi il est important? Et pourquoi cet objet est devenu presque radioactif? Et je me suis aperçue que la meilleure manière d'en parler, c'était de l'écrire. Et donc j'ai écrit un vrai faux livre dans le livre, avec un vrai faux écrivain dont j'ai aussi imaginé le parcours, voilà, qui est en fait, voilà, comme vous le disiez, vous savez, ces écrivains d'un seul roman, d'un seul livre, ça me fascine. Ces écrivains voilà, qui ont été un peu vampirisés par un livre qu'ils ont écrit ou dont le destin s'est trop tôt interrompu pour qu'ils nous livrent d'autres choses. Voilà, je suis très impressionnée par ces auteurs mythiques. C'est un destin un peu, excusez-moi de vous interrompre, mais je crois que vous le dites dans le livre, un destin un peu à la Fournier, l'autre oui, et voilà, Rimbaud. Ces écrivains qui ont tout donné en fait en un seul texte qui est devenu quelque chose d'important. Et donc c'est quelqu'un qui n'était pas destiné forcément à être écrivain. En effet, il est le père avec son épouse d'une petite fille très handicapée. Et en fait, la grande joie, le seul bonheur, il est vraiment les moments où cette petite fille a l'air heureuse, c'est quand elle est dehors, quand elle est dans la nature, auprès des arbres, auprès des fleurs, auprès du vivant, auprès des oiseaux. Et pour rendre cette petite fille heureuse, en fait, son père va tourner le dos à sa vie professionnelle, à sa vie sociale. Il va même être un peu moqué, critiqué, voilà, se transformer un peu en bonne d'enfant. Dans les années 50, les rôles étaient très figés, hein, très rigides. Et il va, pour la voir heureuse, il va lui montrer des jardins. Donc il va l'emmener dans des tas d'endroits, des tas de jardins différents. Et en fait, chaque chapitre du livre est une lettre qu'il lui adresse, donc qu'elle ne lira pas, et qui est l'histoire de cette visite et de ce moment dans ce jardin. Et comme dans le voyage d'Agnès, il y a des moments heureux, des moments de grâce, qui ne sont pas toujours les moments qu'on attend. Il y a aussi des moments très, très attendus, où il veut vraiment lui montrer ça, lui montrer tel jardin, lui faire découvrir, et puis ça ne marche pas comme ça. Donc c'est toujours cette idée que dans le voyage, les choses surgissent de manière quelquefois très, très inattendue et pas de manière programmée. Donc les pages de ce livre sont venues s'intercaler dans le voyage d'Agnès. Ouais. Un peu revivre dans le livre. Alors, justement, je voulais vous poser une question à ce sujet, enfin, un peu plus tard, c'est que finalement, dans ce livre, il y a trois histoires quoi, qui se mêlent, parce qu'il y a l'histoire d'Agnès, enfin, il y a l'histoire du voyage d'Agnès, disons, qui traverse l'Italie pour son voyage. Il y a l'histoire de ce livre ce livre de Julien Lancel, dont certains chapitres sont intercalés, hein, et elle-même, Agnès, raconte aussi l'histoire à la fois de sa relation avec Guillaume et l'histoire de ce fameux Julien. Donc ça en fait même 4 si on veut, mais donc on a plusieurs histoires qui se mêlent, c'est tout à fait compréhensible, mais moi j'avais une question sur la construction, c'est qu'il m'a semblé qu'à certains moments les chapitres se répondaient, c'est-à-dire que quand il y a un certain élément, par exemple
dans quelque chose qui se passe, par exemple, pour Agnès, on retrouve une situation similaire ou un mot qui va lier les deux chapitres ensemble. Je serais tentée de vous dire, pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que ces deux histoires qui sont toutes les deux en fait des histoires d'amour, et finalement des histoires d'amour tragiques, puisque à la fois belles et tragiques, puisqu'il y a cette petite fille, voilà, de manière très difficile, et puis cette histoire perdue, avec la perte de son compagnon. Je pense qu'elles se font écho, qu'elles entrent un peu en résonance l'une avec l'autre, mais je n'ai pas du tout voulu, de manière précise et scientifique, chercher dans l'une exactement le mot qui répondrait. C'est toujours délicat quand on a deux histoires qui se tissent ensemble dans un même livre, de trouver les bons enchaînements, les bonnes... la fluidité pour que quand on change de page, on ne se dise pas tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe, on est où, voilà, qu'il y ait une certaine cohérence, même si on est quand même dans deux mondes différents. Mais après, c'est pas du tout scientifique, voilà. Donc il n'y a pas eu vraiment de... C'était plus une question d'atmosphère, une question d'oreille, de se dire est-ce que ça glisse bien, ça passe bien après, que de chercher de manière précise si tel mot allait en évoquer un autre. Vous me prêtez beaucoup plus d'intention qu'en fait que j'en ai peut-être eu dans l'écriture. Mais c'est intéressant parce que si vous le voyez, c'est que quelque part c'est là, quoi. Mais il y a aussi, moi je revendique beaucoup toute cette part d'inconscient qui est à la manœuvre pendant qu'on écrit. Parce que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui se nourrit de ce qui a été écrit et qu'à un moment, on va se retrouver dans des choses qui s'écrivent qu'on n'avait pas forcément anticipées et que c'est souvent dans ces moments-là où il y a je dirais un petit peu des moments de vérité ou des moments un peu plus aigus. Et que ça apparaît quelquefois sans forcément qu'on les planifie. Je vous posais cette question en fait pour m'expliquer, parce que à un moment beaucoup plus loin dans le livre, vous voyez, Agnès voit sur un sac la reproduction du tableau La Vague, vous savez, hein, et vous dites, la vague, c'est le... C'est l'instant juste avant le naufrage, et où on espère, contre toute vraisemblance, qu'on va peut-être y échapper quand même. Et dans le chapitre juste avant, le père d'Emma, donc la petite fille, raconte aussi le naufrage qu'est la vie avec sa femme, quoi. Alors c'est pour ça que je me disais, tiens, il y a peut-être des correspondances comme ça. Oui, la correspondance, elle se fait sans avoir été forcément calculée. D'accord, très bien. On parlait tout à l'heure, une citation, je pense. Oui, non, mais ça me trouble ce que vous me dites. Et bon, enfin bref. Vous vous cassez à trouver des cohérences alors que l'auteur vous dit oh ben non, c'est ça. C'est pas grave. Oui, bon, si vous voulez, j'avais sélectionné en fait ces deux petits paragraphes, si vous voulez les lire, qui est le moment où elle explique son rapport à ce livre et pourquoi elle doit s'en séparer. C'est donc cet homme presque invisible, donc cet écrivain, que Guillaume avait pris pour héros. C'est ce livre, trouvé chez un bouquiniste du quai de la Tournelle entre les reproductions de cartes postales des années 20 et d'anciens numéros de Paris Match, qu'il avait révélé à lui-même. C'est ce livre, dit,
porté par ma propre voix, qu'il avait désiré comme ultime accompagnement. Et ce livre, il est là, dans ce sac à dos en nylon noir, avec sa couverture vert cyprès, et je l'emmène à l'autre bout de l'Europe pour m'en séparer. Là, il y a deux mouvements. En fait, se défaire de quelque chose qui la lie en quelque sorte. Et d'ailleurs, à un moment, elle dit qu'elle efface toutes ces applications de téléphone, enfin tout ce qui la lie au monde extérieur. Et en même temps, il y a un mouvement, peut-être en étant accompagnée de celui, de se réaccorder à son corps. Enfin, elle cherche beaucoup à se réaccorder à son corps, par exemple, en réfléchissant à son travail de danseuse, en faisant des efforts sur elle-même, et aussi parler les mésaventures qui lui arrivent, parce qu'à un moment elle se blesse, elle se tord la cheville. Oui, un voyage, c'est jamais quelque chose de, voilà, comme on disait, de linéaire. Ce qu'on en attend quelquefois, c'est pas là, et puis il y a d'autres choses qui sont là. Donc pour moi, il y a cette espèce de voyage un petit peu intime, initiatique, par étapes, où voilà, il y a des moments, il y a des belles rencontres, il y a des rencontres plus difficiles, il y a des moments voilà, où on se blesse, il y a des moments... je trouve que le voyage, c'est quelque chose, moi, que je trouve extrêmement lié à nos énergies. On peut attendre quelque chose qu'on a attendu d'aller voir ça, etc. Et puis au moment où on y est, on n'est pas dedans, ou ça ne se passe pas, ou ça ne fonctionne pas. Et puis, je suis toujours très, très émerveillée par tous ces petits miracles, évidemment, qu'on ne pouvait pas prévoir et qui sont là sous nos yeux et qui vont finalement faire toute la richesse de ce voyage. Et en fait, j'avais une idée, un petit peu de métaphore par rapport à ce déplacement. Je pense un petit peu à l'histoire de Jonas et de la baleine. C'est quand Jonas il est avalé par la baleine, et puis 3 jours après il est recraché par la baleine, je me dis que l'homme qui en est sorti n'est plus le même que celui qui est entré. Voilà, qui a toute cette espèce de je sais pas, de temps d'obscurité dans lequel il s'est passé une transformation. Et ce voyage, je pense qu'il est pour elle aussi comme une transformation. Que la femme qui salue après son spectacle de danse et la femme qu'on va retrouver tout au bout du voyage n'est pas la même, et que c'est vraiment le chemin vers une renaissance de vie, en fait. De ce corps qui souffre, il y a un petit passage, je le lis moi-même parce qu'il est vraiment très court. Elle parle de sa douleur à la cheville qu'elle s'est faite sur une place, et elle s'est couchée la veille, elle essaye de se soigner, de se frotter, de prendre une douche glacée, etc. J'ai longuement frotté mon corps sous la douche, mon corps dansant des jours passés, mon corps courbaturé d'aujourd'hui, mon corps qui me porte, qui travaille, qui s'exerce, qui cherche, qui crée, qui se blesse, qui ne peut plus avancer, mon corps mémoire d'un autre corps qui ne me cassera plus, mon corps en deuil d'une absence, mon corps qui crie le chagrin, la révolte, qui murmure au lit vide, quand vais-je m'éveiller de ce vilain rêve, quand allons-nous rire à nouveau et nous aimer toujours? Dis, quand reviendras-tu? Mais ce départ-là est sans retour. Et ce corps, ce manque, ces absences sont souvent liés, comme on le voit ici, dans le texte, avec des musiques ou avec des paroles de chansons. De Barbara, quand reviendras-tu, qui est une des plus belles chansons du monde. Des très très belles chansons. Et oui, je crois que c'est des mots très simples, mais c'est les mots spontanément qu'on peut avoir devant l'absence.
dit « Quand reviendras-tu » Il n'y a rien d'autre à dire. C'est la seule question qu'on a envie de poser à celui ou à celle qui nous manque, qui nous a quittés d'une manière ou d'une autre. Quand reviendras-tu, c'est en même temps un cri d'espoir et de désespoir. Et puis cette chanson, oui, enfin, je pense qu'on est nombreux à l'avoir en tête. Elle est, enfin, pour moi, oui, elle est inscrite. Donc, voilà, ces quelques mots sont venus se glisser. Et plus loin, d'ailleurs, vers la fin du livre, il y aura un autre titre assez significatif aussi, c'est « Que reste-t-il de nos amours ?» qui est un peu la conclusion du livre. On parlait des tableaux tout à l'heure. À un moment, elle va voir des tableaux, notamment un tableau de Caravage, je pense, sur des fruits, sur le point d'être abîmés, des fruits auxquels elle s'identifie en quelque sorte. La peinture est un peu le miroir dans lequel elle se réfléchit. Et ces fruits sont un peu, et elle-même un peu en équilibre instable sur quelque chose en passe de basculer. Et vous dites à ce propos, la pleine maturité porte déjà son déclin, inscrit en elle depuis l'éclosion, comme dans tout organisme vivant. En fait, elle va s'arrêter sur un moment pour voir un tableau qui est là. La corbeille de fruits peint par Caravage. Et moi, c'est un tableau qui m'a toujours beaucoup frappé parce qu'on a l'impression, voilà, c'est beau, c'est joli, tout est précis, etc. Et quand on s'approche un petit peu, qu'on le regarde bien, on s'aperçoit que ces feuilles commencent un peu à se craqueler, à se sécher, qu'il y a sur la grosse pomme bien rouge, là, presque la pomme de Blanche-Neige, qu'il y a un minuscule petit trou de verre, que sur un autre fruit, on a les figues qui sont déjà craquées, voilà. Donc c'est pas une vanité au sens avec le corbeil et la tête de mort à côté, voilà. Mais je trouve que c'est une allusion très subtile et très discrète à ce fait que oui, le plein épanouissement de l'automne annonce déjà la chute, l'hiver, et que c'est le cycle du vivant, que depuis la naissance, tout organisme vivant, qu'il soit végétaux, animaux, humains, tout ce qu'on veut, c'est un développement avec une croissance, une maturité, une apogée. Et après l'apogée, on est sur la pente déclinante, pas toujours très réjouissant, mais c'est ainsi que cette splendeur en fait de la maturité, voilà, annonce déjà l'arrivée d'autre chose. On parlait tout à l'heure des chapitres, des lettres à Emma qu'écrit son père et qui s'intercalent dans le récit. Ce sont des lettres qui ont frappé beaucoup les lecteurs par leur beauté. Je crois que c'est parmi les chapitres qui ont le plus touché les lecteurs. Et j'aimerais bien, si vous le voulez, qu'on en lise une pour se rendre pour ceux qui n'ont pas lu le livre, de voir à quoi elle ressemble ces fameuses lettres. On pourrait peut-être lire celle-ci si vous voulez. C'est pas trop long. Emma, mon enfant, ma fille aux yeux de châtaigne et aux joues d'ivoire, mon arbrisseau, mon printemps, mon gouffre. Emma, ma branche de corail. Nous sommes allés au jardin ce matin, dans la lumière de cette matinée de la fin septembre. Opération de désherbage pour laquelle tu m'assistes avec enthousiasme et gravité. Les feuilles ont rougi, jauni, elles ont bruni. Leur brillance se détache sur le vert sombre des cèdres. Et tes joues fraîches ont pris des couleurs. Elles sont luisantes de brune. Le travail nous attend. Tu as enfilé tes bottes en caoutchouc vert, un peu trop grandes pour toi, mais tu n'en veux pas d'autres. Et tu t'es armé de ton petit râteau en métal rouge vif. Nous voici à pied d'œuvre. Il
faut éclaircir la menthe, aussi odorante qu'envahissante, arracher les pissenlits charnus, les chardons vigoureux, ramasser les fruits mûrs trop écrasés que se disputent quelques insectes, couper les roses fanées aux têtes trop lourdes. Les abeilles encore engourdies par le froid se déplient dans un vol paresseux. Tu suis mes gestes et tu essaies de faire comme je te montre. Dégager le pied des arbres, des feuilles mortes avec le râteau, puis les rassembler en tas. Mais autre chose t'intéresse davantage. Tu te mets soudain à courir vers le pignon de la maison, là où rougit une vigne vierge somptueuse, et accroupi, tu commences à choisir des feuilles tombées. Beau, tu veux dire. Pendant ce temps, je m'affaire à arracher les mauvaises herbes. Je les secoue pour libérer la terre agglutinée à leur extrémité. Je redresse à la bêche le contour d'un massif. Du coin de l'œil, je te regarde. Tu continues à entasser dans ton tablier les feuilles qui te plaisent. Nous les placerons tout à l'heure dans les gros dictionnaires du bureau. Et après, nous les fixerons sur les pages de ton herbier. Le soir, en hiver, tu nous rejoins souvent au salon où nous lisons avant d'aller nous coucher. Et tu veux que l'on feuillette ensemble ton album. Souvent, Madeleine découvre ta collection dans ces moments-là. Je revois le dos de sa main glisser avec douceur sur ta joue. C'est très beau, ma chérie. Et nous échangeons un regard. Pour l'heure, j'avise à terre un fruit saturé de guêpes, occupé à festoyer. Je pose la bêche et je cours vers toi, avant que tu ne poses la main dessus. J'écarte le fruit avec mon pied. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autre à proximité. Toi, tu continues ta ronde de feuilles couleur de carmin et de safran. Plus rien n'existe à tes yeux à ce moment. Je me demande souvent, trop souvent, quelle main écartera de toi les dangers lorsque Madeleine et moi ne serons plus. C'est un très beau passage et ils sont tous comme ça très émouvants, très prenants. Alors, une chose m'a beaucoup intrigué, sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est cette histoire d'accident à la cheville qui lui arrive à Mantoue. Alors, à Mantoue, place aux herbes, la narratrice se tord la cheville. Elle a une faiblesse dans son corps qui risque en quelque sorte d'altérer ou d'interrompre sa démarche, peut-être son voyage. Elle se pose la question. Alors, je me suis dit, mais parce que ça se trouve exactement au milieu du livre, cet épisode. Et je me suis dit, mais cette cheville, est-ce que ça n'est pas aussi en quelque sorte une cheville romanesque, parce que la cheville, comme vous savez, c'est le petit morceau de bois qui permet d'assembler deux pièces, de les articuler, etc. D'ailleurs, le latin dit que ça vient de clavicula, la clé, quoi. C'est la clé, et qui se passe en plus dans un temps où justement, comme elle est accidentée avec sa cheville, le temps est suspendu, un peu dilaté. Elle est dans sa chambre d'hôtel, elle zappe sur les chaînes de télé. Bon, il se passe rien en quelque sorte, quoi. Son voyage est en quelque sorte suspendu. Et pendant la nuit intervient un orage, dont d'ailleurs vous avez donné la date, c'est dans la nuit du 27 au 28, c'est-à-dire à quelques jours de la fin de son voyage, qui se termine le 30. Vous dites c'était une nuit de colère, une nuit de douleur physique, puisqu'elle a très mal à sa cheville, et quand elle se réveille le lendemain, non seulement sa cheville ne la fait plus souffrir, mais elle connaît un moment de grande félicité en visitant au Palais Ducal la chambre des époux. Alors, je me demandais justement si cette scène de l'orage, de l'accident à la cheville, ne préparait pas en quelque sorte cette visite à la chambre des époux, dont vous dites « j'accède enfin à l'objet du désir ». Parce qu'il faut dire, pour être clair, que la chambre des époux, donc au Palais Ducal, c'est une pièce qui est entièrement peinte
Voilà, avec des trompe-l'œil dans le style baroque, et finalement, voilà, ça préparait aussi un peu en trompe-l'œil la suite du roman. Je sais pas. Je sais pas. Vous savez, j'ai l'impression qu'on nous demande, en général, à nous, les auteurs, les écrivains, de beaucoup expliquer, décortiquer, justifier ce qu'on fait, pourquoi, quand, comment, etc. Et c'est très bien parce que ça nous oblige à réfléchir, et puis ça montre qu'on a des lecteurs attentifs, et que le texte, en fait, c'est beaucoup plus que, quelquefois, que ce qu'on croit. On met beaucoup plus de choses dans un texte qu'on l'a vraiment intentionnellement. Et là, non, cette idée de, voilà, c'est un peu symbolique, voilà, la jambe qui lâche, on ne peut plus la avancer. Et puis c'est aussi parce que moi, quasiment tous les étés, je m'esquinte une cheville, voilà. Donc j'ai fini par réfléchir à la question, et je me suis aperçue que c'est un... Non mais voilà, chaque été, c'est une cheville, un pied, une entorse, etc. Que donc finalement, symboliquement, ça veut dire qu'à un moment, on ne peut plus avancer. Donc pourquoi est-ce que le corps, à un moment, nous lâche de cette manière-là, voilà. Et donc, voilà, j'ai prêté cette fragilité à Agnès qui, à un moment, ne peut plus avancer et se demande si elle va pouvoir terminer ce voyage, ou si elle va être condamnée à retourner à la case départ. Et puis je trouve que c'est très perturbant en plus quand on est en voyage, ça a dû tous nous arriver des petits bobos, des inconforts, voire des petits accidents, enfin, des choses comme ça. Quand on n'est pas chez soi, qu'on ne sait pas forcément comment se soigner, ça prend tout de suite une dimension très, très, très perturbante, très angoissante, et puis ça change nos plans, et puis on n'aime pas que nos plans soient changés. Donc voilà, je trouve qu'il y avait ce côté symbolique de ça ne se passe pas forcément comme on l'a décidé. Oui, et dans cette chambre des époux aussi, dont vous vantez le trompe-l'œil, etc., vous émerveillez en disant tout est faux, tout est faux, tout est saisissant de vérité, de profondeur, totale illusion. Ça, c'est un peu aussi l'art du roman. Tout est illusion et tout est vérité en même temps. Et la dernière phrase de ce chapitre, le chapitre se termine sur « Le voyage peut continuer ». Et moi, je me disais, mais voilà, le roman peut continuer aussi. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Je passe sur certaines choses. Il y a beaucoup de très belles réflexions sur la danse, sur le besoin de créer, sur si vous voulez expliquer ce que c'est, le collab, vous savez, vous le savez forcément, mais vous voulez expliquer ce que c'est sur l'art de danser dans un cercle. Oui, à un moment, elle a en tête cette chose que j'ai découverte et que je trouve infiniment touchante. Vous savez, c'est une tradition en Inde du Sud. Devant le pas des portes, les femmes dessinent avec de la poudre de riz blanche des sortes de grandes rosaces, tu sais, comme des mandalas, un collane. Et c'est un travail, en fait, c'est vraiment la beauté du geste, parce que tous les jours, il faut recommencer. Et les pas, les passages, tout ça vont les effacer. Et c'est une manière de dessiner un symbole d'accueil, de protection. Donc je trouve que c'est vraiment le geste gratuit, puisqu'on sait que ça prend beaucoup de temps et que tous les jours, il faudra le refaire. Et ça me semblait peut-être quelque part une métaphore de nos jours, tous les jours, recommencer finalement. Elle passe aussi lors de ces diverses étapes par des lieux qui nous évoquent soit des souvenirs, ou qui lui évoquent à elle-même des souvenirs soit littéraires, soit des souvenirs personnels. Par exemple, pour ce qui concerne les souvenirs personnels, elle dit « Nous éviterons Venise ». Il y a des souvenirs qu'il faut éviter pour pas trop... des lieux qu'il faut éviter pour pas trop souffrir. Mais par exemple, quand le car passe par Vérone,
évidemment, Vérone, ça évoque Roméo et Juliette, les amants de Vérone, et elle fait quelques réflexions sur le fameux balcon où tout le monde va photographier, qui serait soi-disant le balcon de Roméo et Juliette. Et vous dites, rien n'atteste qu'il, le balcon donc, fut celui-ci. On s'arrangera avec nos fantasmes, et comme dans Liberty Valence, on imprime la légende. C'est joli de se dire que ça a été là, le balcon De Roméo et Juliette, et qu'on ait un lieu pour installer cette histoire, sachant que Shakespeare n'est jamais à Venise, hein, donc ça c'est encore autre chose. Mais oui, je crois qu'on a besoin de belles histoires, on a besoin de... Cette belle, celle-là, elle est un peu tragique, mais ça reste quand même, voilà, une des grandes histoires de l'humanité, et je crois qu'on a besoin de poser quelque part, se dire, ouais, tiens, c'était là. Voilà. Sachant que c'est pas forcément ça, mais c'est peut-être pas très grave. Cette histoire de Liberty Valence, il faut peut-être rappeler, sauf si tout le monde l'a bien en tête, que c'est à propos du film L'homme qui tua Liberty Valence, dont John Ford avait dit, mais ce que vous dites, si la légende est meilleure que la vérité, voilà, parce imprimez-la. Il se passe un quiproquo là, dans ce film, celui qui tue Liberty Valence n'est pas vraiment celui qui a tué Liberty Valence. Bon. Et John Ford, voilà, et le directeur de journal local qui apprend l'histoire veut absolument avoir son succès en publiant une édition fracassante, alors que c'est pas la vérité. Et c'est là qu'il dit, et voilà, quand la légende est meilleure que l'histoire, imprimer la légende. Et je trouve que peut-être qu'on a besoin, comme ça, d'avoir en tête des histoires qui nous parlent, en fait, tout simplement. C'est faire œuvre de romancier, ça. Oui, peut-être. Il y a aussi de très beaux moments, par exemple, un moment quand elle est dans son cas, il y a une scène avec un scarabée qui vient se poser sur le siège à côté et qui s'envole légèrement, qui se pousse sur sa jambe. Et cette scène intervient juste après l'énonciation, enfin l'explication du titre de nos blessures à un royaume. Et il me semble que ce scarabée, enfin vous allez me le dire plutôt, signe en quelque sorte une présence et un allègement, comme si elle n'était plus toute seule. Oui, je crois qu'on a des moments dans nos vies où on a l'impression de recevoir des signes, des clins d'œil, des choses qui nous sont envoyées. Bon, à ce moment, elle a ce scarabée, vous savez, qui a cette couleur absolument miraculeuse qui vient se poser sur sa jambe, qui ne bouge pas, voilà. Puis, vraiment cette seconde de beauté, voilà, qu'on peut voir comme une bestiole qui vient à côté de nous, ou qu'on peut voir comme voilà, un petit signe. Presque un esprit qui l'accompagne aussi, peut-être. Chacun sa lecture. Ouais. Et de même, pour la part romanesque, parce que finalement, le roman interroge toujours le roman, quoi. Enfin, il y a, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. À un moment, elle passe par Trieste et elle va visiter le parc de Miramar et elle interroge, enfin, elle va caresser le sphinx, un sphinx en marbre. Or, le sphinx, c'est vraiment l'animal, la créature à laquelle qui pose une énigme. Et cette énigme, quelle est-elle pour elle? On a tous une énigme, je crois, une question à poser au sphinx. Bon. Et enfin, en tout cas, il y a une réponse peut-être qu'elle nous donne, qui est en rapport avec le but de son voyage, c'est qu'elle parle d'Icare dans le même
brûle les ailes en voulant trop se rapprocher du soleil, et donc ce qui cause sa chute, et qui nous dit finalement c'est ce qui nous attire qui nous perd. Oui, toujours, je crois, pas toujours. Disons, souvent, oui, qu'on peut être à la fois porté, aspiré, tendu vers des choses qui nous élèvent, mais qui peuvent aussi nous blesser. C'est toute la question de l'amour, hein. C'est toujours la prise de risque, hein. Quelque chose qui nous rend heureux, qui va nous permettre de vivre au-dessus de nous-mêmes, mais en sachant que bien sûr, ça peut aussi être une bulle de savon qui va s'arrêter et qui va nous faire très mal, mais c'est de ça qu'on a envie finalement. Est-ce que c'est pas le premier doute qu'elle a sur le but de son voyage? Je ne sais pas. Bon, alors on va pas trop révéler ce qui se passe dans la deuxième partie, et ça s'approche de la fin. Par contre, ce qu'on peut signaler en s'approchant doucement de notre conclusion, c'est que quand elle quitte l'Italie pour se diriger vers Zagreb, il y a un grand changement qui se passe en elle, d'abord parce qu'elle a une scène, oui, moi je ne raconte pas la scène, mais à un moment elle se retrouve entre les mains d'une masseuse qui la réconcilie elle aussi un peu avec son corps, et elle quitte en quelque sorte le pays de son corps, en même temps qu'elle quitte l'Italie et qu'elle quitte deux autres choses. Elle quitte un pays et elle quitte aussi une langue, ce qui est très important. Oui. Et d'ailleurs, à Zagreb, elle va à un moment trouver une inscription sur un mur dans une langue quasiment perdue, enfin que plus personne ne parle, et ça aussi c'est en quelque sorte elle se dépayse d'elle-même. Bon. Oui, une dernière chose qui m'avait un peu intrigué également sur cette histoire, sur ce qui se passe à Zagreb, où elle arrive très, très fatiguée. À un moment, elle a une scène d'évanouissement, d'épuisement, et elle s'évanouit. Mais s'évanouir, c'est aussi ce qu'on dit, enfin c'est perdre connaissance, mais c'est aussi ce qu'on dit d'un rêve. Un rêve, les rêves s'évanouissent, et on passe d'un état à l'autre, en fin de compte, quand on s'évanouit. Là, c'est elle qui s'évanouit. Oui. Oui, il y a des moments d'épuisement, et elle va tomber, et c'est aussi la main qui va lui être tendue à ce moment-là, peut-être plus importante encore que l'évanouissement. Et pour conclure, disons, enfin pas pour conclure, mais pour ouvrir un peu sur le sens, disons, général de cette histoire, sans révéler la fin, etc., bien sûr, finalement, est-ce qu'il faut, pour survivre, pour repartir, pour continuer, est-ce qu'il faut réellement réaliser son rêve? Par exemple, il y a une scène qui est très, très marquante entre Emma et son père. À un moment, ils veulent l'emmener à la villa d'Est, et c'est un fiasco. Voilà, ce qu'on disait, il y a quelquefois des choses dont on attend beaucoup, et que ça ne répond pas à l'attente qu'on a, parce que les conditions ne sont pas là, parce que ce qui s'y passe nous emmène ailleurs. Et dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il faut déposer ou se délester d'une part de soi pour pouvoir écrire son histoire ailleurs? Là, je n'ai pas la réponse, je pose la question. Je pense que c'est aussi une réponse très intime qui appartient à chacun de nous. C'est toujours la question entre ce qu'il est important de garder et ce qu'il est important aussi de lâcher pour avancer. Et j'ai l'impression que la vie, c'est toujours un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche, et que c'est toujours le curseur qui va d'un côté à l'autre. Je pense qu'on mourrait d'asphyxie dans nos vies si on gardait tout.
et qu'on serait en même temps complètement nu, complètement vide si on se débarrassait de tout ce qui, même ce qui nous dérange quelquefois, de nos souvenirs, parce qu'on est fait d'un sédiment de choses voilà, au fil des jours. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut quelquefois des distances à prendre. Et ça, c'est des réponses, je crois, qui sont très, très intimes à chacun de nous et qui évoluent aussi au fil de notre vie. Et dans le tout dernier chapitre où on est revenu à la troisième personne, donc comme vous expliquiez tout à l'heure, qui fait écho au premier chapitre, donc qui est tous les deux écrits de cette façon, on nous dit, on observe cette femme qui danse dans une robe qui d'ailleurs est rouge, alors qu'au premier chapitre elle était quasiment noire, quoi. Il y a un changement d'état aussi de ce point de vue-là. Et cette femme qui danse, elle dit, elle danse une lettre d'amour. Et finalement, je me demande si c'est pas une des façons de lire ce livre comme une immense lettre d'amour qu'elle écrit. Oui, ça a l'air. Ouais, je crois. Vous avez tous les... On peut peut-être rester là-dessus et puis passer la parole à la salle si vous voulez intervenir ou poser quelques questions. Si on n'a pas tout dit, si vous préférez, on peut aussi parler de manière plus individuelle si vous voulez. Moi, je suis à votre disposition. Il y a une scène dont tu n'as pas parlé, mais je pense qu'elle est très délicate, mais qui m'a vraiment marqué, c'est l'agression devant l'hôtel. Oui. Ben oui, le voyage, c'est ça, c'est des moments choisis, des moments pas choisis, des rencontres qui se passent pas forcément bien, et qu'à un moment, elle va se trouver menacée, de même qu'à un moment, elle a voilà, son corps qui lâche. Je crois que tout ça, ça fait partie du voyage. Hein. C'est comme le voyage, c'est un petit peu comme un résumé de la vie, hein, en plus court, avec les choses heureuses qui arrivent et les choses plus difficiles. Ouais. Est-ce que l'histoire du scarabée est importante ou anecdotique? C'est quelques lignes dans le livre. Voilà, à un moment, elle est dans dans un rayon de soleil, elle aperçoit ce scarabée qui vient se poser. Pourquoi vous avez choisi un scarabée plutôt qu'une coccinelle, par exemple? Ça aurait pu être une coccinelle, mais je trouve que la couleur des scarabées, là, ce vert doré, là, je trouve ça magnifique. Et je crois que dans l'Égypte ancienne, c'était aussi un signe d'immortalité. Non, c'est plus exactement, c'est le scarabée, c'est le signe hiéroglyphique qui signifie repère, qui veut dire devenir, se transformer. Je pensais que c'est intéressant. Oui, voilà. Et que c'est un signe un peu symbolique qu'elle reçoit. C'est un porte-bonheur. Voilà. Quand on va en Égypte, on veut toujours vous donner un scarabée. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux dire. Voilà. Donc j'avais moins le détail de manière moins scientifique que vous. Mais donc merci pour l'explication. Mais oui, voilà, c'est un peu symbolique. Un peu comme un signe un peu symbolique qu'elle reçoit. On peut échanger maintenant, prendre un peu de temps. Voilà, si vous voulez. En tout cas, merci Gaëlle. Et merci Nicolas. Je dis à chaque fois un lecteur d'exception, je me répète, je ne vois pas quoi dire. Nicolas, il faut bien. C'est ça que c'est à ce moment-là.